Je laisse la parole à Madame Nédélec. Madame la Présidente, chers collègues, en préambule au schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, la région a souligné « Notre rôle n'est pas d'empiler les dispositifs, mais bien de créer les conditions de la compétitivité des entreprises grâce à la simplification et à l'innovation ». Pourtant, à chaque commission permanente, nous assistons à une épidémie de subventionnite qui, justement, fausse cette compétitivité. Et ce budget rectificatif n'y fait pas exception. Le groupe Rassemblement national rappelle une fois encore son opposition de principe aux subventions directes aux entreprises. Il convient de privilégier les prêts, les garanties, les avances remboursables, ainsi que l'abondement de fonds d'investissement, seuls à même d'assurer le financement de projets, tout en comptant sur le retour sur investissement des deniers publics et en évitant le saupoudrage, le clientélisme et la distorsion de concurrence. Bon, ceci dit, vous nous présentez un rapport « Ensemble pour innover la région aux côtés des entreprises pour stimuler la compétitivité » qui contient de bons éléments. Je n'en releverai que quelques-uns. Parmi ceux-ci, j'ai noté les actions conjointes avec la région Bretagne de soutien à des projets de recherche et notamment le projet SOS Protéines. C'est un projet qui est essentiel puisque la Bretagne et les Pays de Loire, comme d'autres régions européennes d'élevage, dépendent massivement de l'importation de matières premières riches en protéines, américaines notamment. Et nous avons une question. Le soutien à ce projet est-il cohérent avec le CETA qui a été signé en octobre 2016 ? Et dans ce contexte, nous nous réjouissons que le TAFTA soit mort et enterré et on espère bien qu'il ne va pas ressusciter. Quelques mots sur l'accès des entreprises régionales au CIR, Crédit Impôt Recherche. Le CIR, c'est une niche fiscale qui bénéficie essentiellement aux grandes entreprises et qui connaît de nombreuses dérives, dénoncées notamment par le rapport de la Cour des comptes de 2013. Il y a une véritable industrie de la triche qui s'est mise en place avec des dépenses sans rapport avec la recherche, des surfacturations, etc. Parce que tout dispositif fiscal induit des dérives. La contrepartie que dans les faits, pour une PME, honnête, j'entends, demander un crédit impôt recherche revient de plus en plus à obtenir un contrôle fiscal en échange, ou du moins à craindre ce contrôle fiscal, même si en réalité ceux-ci sont peu nombreux. Donc recentrer le crédit impôt recherche sur les TPE-PME, c'est effectivement une priorité, puisqu'aujourd'hui, elles n'en touchent que 30%. La mise en place d'un référent paraît de nature à sécuriser les entreprises, et l'avis du Césaire sur l'extension des compétences de ce référent au crédit d'impôt innovation nous paraît aussi judicieux. Pour autant, nous en savons aujourd'hui très peu sur la façon dont ces référents se mettront en place et seront financés. On s'est posé la question, les technopoles sont-elles les bonnes structures? Est-ce que ces référents n'auraient pas pu relever des CCI, par exemple? Et nous regrettons qu'il soit nécessaire, sans arrêt, d'empiler des structures ou des emplois pour rendre accessibles des dispositifs sur lesquels les services de l'État sont visiblement défaillants, tant en termes de conseil que de contrôle. Et ça n'est pas sans nous rappeler les recrutements de la région pour mobiliser les fonds européens. On est un petit peu dans le même style de démarche, finalement. Mais la course effrénée à l'innovation, dont nous savons qu'elle se concentre dans les grandes zones urbaines et qui, en délaissant les territoires ruraux, n'assurera pas à elle seule le salut économique de notre région, c'est une évidence. Il est tout aussi indispensable de relocaliser nombre d'industries traditionnelles, productrices de biens de consommation, que nous importons actuellement massivement, et de préserver nos savoir-faire. En domaine de préservation du savoir-faire, le Choletais, bassin prestigieux de l'industrie textile français, n'est pas assez mis en valeur. Il est effectivement grand temps de mobiliser les forces vives régionales et de soutenir le savoir-faire du pays choletais dans le domaine de la mode. Le projet de création d'une maison de la mode va dans le bon sens. Cette nécessité de mise en valeur de nos savoir-faire nous mène au deuxième rapport, le plan d'action pour l'avenir du nautisme en Pays de Loire. C'est un bon rapport dans la mesure où la région crée les conditions favorables à la prise en charge de la filière par ses acteurs, sans créer par le haut une gouvernance imposée par le Conseil régional. Nous avons quand même quelques questions. Concernant l'environnement, envisagez-vous de valoriser une méthode de management environnemental à laquelle la région, par exemple, pourrait prendre part? On pourrait, en ce domaine, s'inspirer de l'accord Ramoge qui unit la France, Monaco et l'Italie
pour la préservation du milieu marin sur la côte méditerranéenne. Passons au rapport 514, économie résidentielle. Vous nous demandez d'approuver les termes de la convention de l'appel à projet conjoint Région, Agence France Entrepreneur, entreprendre dans les territoires fragiles. Vous indiquez que le projet doit avoir un impact conséquent sur le territoire. Qu'entendez-vous par là et est-ce que cette expression est suffisamment précise? En outre, il faudra se montrer vigilant sur le dispositif de suivi et d'évaluation. Vous fixez le taux maximum d'intervention à 50% du coût total des actions, prévoyant une dégressivité des financements région AFE. S'agit-il bien de subventions ou d'avances remboursables? Notre avis sur les subventions n'a pas changé, mais en l'espèce, il s'agit de sauver le commerce de proximité à l'agonie et de s'assurer que le projet subventionné aura bien un impact conséquent sur le territoire, comme vous l'indiquez. L'effort public déployé par ces projets justifie à nos yeux le versement d'une subvention dans l'intérêt de la ruralité. Cela étant, le problème de la distorsion de concurrence se pose toujours au regard d'autres projets privés qui ne seront pas subventionnés. Pourquoi ne pas envisager une part d'intervention sous forme de subvention, comme par exemple 25% de l'action, du total de l'action, et une part comme prêt ou avance remboursable à hauteur de 25%. Enfin, ce rapport réserve bien sûr une déception après une lecture attentive, puisque les 500 000 € inscrits au budget supplémentaire ne représentent pas une augmentation du budget des appels à projets, mais simplement le regroupement sous la bannière régionale des fonds de l'AFE. C'est une déception d'autant plus vive qu'une partie du budget global d'1 million d'euros sera attribuée à des zones urbaines. Depuis 40 ans, sur le territoire français, 100 milliards d'euros ont été engloutis dans ces zones. Et malgré cela, nous avons des émeutes, des pompiers caillassés, des trafics et des mouvements islamistes. Les populations issues des banlieues permettent de répondre aux besoins du marché de l'emploi peu qualifié des grandes villes et de disposer d'une masse salariale bon marché et peu syndiquée. Et pendant ce temps, la France des campagnes et des petites villes meurt. Les perdants de la mondialisation, eux, ils travaillent, ils payent, ils vont rouler à 80 km/h, ils n'ont rien à dire et ils restent invisibles. Les grands gagnants de la mondialisation, tenants de la société ouverte et du vivre ensemble, exercent le pouvoir à leur profit, excluant par leur choix des territoires entiers, pourtant jusqu'alors créateurs d'emplois et de richesses. Nous attendons toujours une mobilisation massive, tant au niveau régional qu'au niveau national, et l'affectation de fonds équivalents aux fonds urbains en faveur des territoires ruraux et de leur population, les oubliés de la République. Le problème n'est pas seulement économique, il est avant tout culturel. Comme l'a rappelé le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, ceux qui réduisent la politique à l'économie se trompent. Les peuples, aujourd'hui, ont besoin d'autre chose qu'une réponse uniquement matérielle. L'unique solution consiste à faire respecter et aimer la culture française aux habitants de ces quartiers et surtout stopper l'immigration pour ne pas ajouter de la misère à la misère. Je voudrais ajouter quelques mots sur la silver economy, qui se définit comme l'ensemble de production de biens et services destinés à répondre aux besoins des seniors et de leur entourage dans la santé, l'habitat, la communication, les transports, la sécurité, etc. J'avoue que, outre l'anglicisme de l'expression, mais en matière d'économie, il faut s'y habituer, on parle de cluster, start-up et j'en passe, l'Amérique règne en maître. Considérer le vieillissement de la population, c'est-à-dire les personnes âgées de 60 ans et plus, qui représenteront 60% des Ligériens en 2030, mais avec des différences sensibles selon les départements, donc les considérer comme générant un marché à fort potentiel, selon votre expression, me gêne un petit peu par la vision mercantile qu'elle implique. Les cheveux blancs deviennent une sorte de nouvelle mine d'or, ou plutôt une mine d'argent, qu'il se convient bon, je vais éviter le mot exploiter, parce que c'est quand même un petit peu dur, mais bon, c'est un marché, donc un marché qui va représenter 700 entreprises en Pays de Loire et qui mérite évidemment d'être accompagné, soutenu, tant les besoins sont grands. On ne peut toutefois pas faire l'économie d'une réflexion sur les problèmes démographiques régionaux. Le trop grand nombre de retraités par rapport au faible nombre d'actifs qui devront assumer leurs anciens. Et il n'est pas souhaitable que les migrants tiennent dans les prochaines décennies le rôle de population active de substitution pour compenser notre hiver démographique. Revenons à la silver economy. C'est aussi un marché à fort potentiel,
sous réserve qu'on n'assiste pas à la paupérisation des seniors. Si les études démontrent qu'aujourd'hui, leur revenu moyen, leur patrimoine est supérieur à celui des actifs, la situation est en cours de dégradation. On ne peut impunément diminuer les retraites, augmenter les prélèvements, la fiscalité, dérembourser des soins, rendre l'accès aux soins difficile. Le taux de pauvreté des personnes âgées est passé de 7,6 en 2012 à 9,6% en 2014. S'il y a bien diminution du nombre des très pauvres, titulaires du minimum vieillesse, plus d'1 million de seniors, c'est-à-dire 8% de la population, vivent avec moins de 1 000 € par mois. Donc nous risquons de voir ce pourcentage augmenter avec le vieillissement de classes d'âge qui n'auront pas bénéficié autant que leurs aînés de l'enrichissement des 30 Glorieuses. La silver economy, c'est donc nécessaire pour assurer une bonne qualité de vie aux seniors, mais il ne faut pas oublier que c'est une économie transitoire qui ne saurait remplacer un développement économique durable, appuyé notamment sur la réindustrialisation. Et enfin, je voudrais qu'on n'oublie pas qu'assumer le vieillissement de la population, c'est une question économique, mais c'est aussi, d'abord et avant tout, une question sociétale et de solidarité intergénérationnelle, même si cette question relève principalement de la compétence des conseils départementaux. Je vous remercie de votre attention.